Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, voyons pourquoi faire un essai clinique sur un dispositif médical peut s'avérer être un vrai casse-tête. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Avant toute chose, ça sert à quoi de faire un essai clinique sur un dispositif médical ou sur un médicament par exemple? Essentiellement à 2 choses. Vérifier que ça marche, que c'est efficace pour traiter la maladie, et que c'est sûr, c'est-à-dire qu'on ne fait pas plus de mal que de bien. Le grand principe des essais cliniques, c'est d'utiliser le produit que l'on veut tester sur un échantillon représentatif de patients que l'on veut guérir donc. Si cela marche sur l'échantillon, on peut, selon les lois des probabilités, en tirer des conclusions avec un degré de certitude plus ou moins élevé pour l'ensemble des patients atteints de la maladie. Avec ça en tête, voyons ensemble le premier problème que l'on peut rencontrer avec les DM. C'est justement la constitution de cet échantillon. En effet, toujours selon les lois des probabilités, plus mon échantillon est grand, c'est-à-dire plus je teste le produit sur beaucoup de patients, plus les effets que j'observe, en l'occurrence l'efficacité du traitement, a une forte probabilité de fonctionner aussi pour tous les futurs patients traités. C'est assez instinctif d'ailleurs. Si je vous dis que j'ai traité par exemple 10 000 patients et que 9 000 sont définitivement guéris, vous aurez plus de chances de croire ce que je vous raconte que si je vous dis qu'on a seulement traité 10 personnes et que 9 sont guéris, même si ça fait 90% des patients dans les 2 cas. Ça s'appelle la puissance statistique. Seulement voilà, réunir beaucoup de patients pour tester un dispositif médical, c'est pas simple. En effet, une majorité de DM concerne assez peu de patients au bout du compte, par rapport à la plupart des médicaments j'entends. Par exemple, il y a nettement plus de gens qui prennent des antidépresseurs que de gens qui ont besoin d'une prothèse pour remplacer l'articulation de l'épaule. Par conséquent, trouver des personnes susceptibles de participer à l'essai clinique de ma nouvelle prothèse d'épaule, c'est sacrément plus compliqué que de trouver des patients qui prendraient volontiers, si je puis dire, un nouvel antidépresseur. Il en résulte que les essais cliniques sur les DM ont du mal à faire le plein, et on se retrouve souvent avec peu de patients. Ainsi, les conclusions que l'on peut tirer de ces essais sont parfois limitées à cause de ce problème de puissance statistique insuffisante. Autre caractéristique des essais cliniques, on essaye, si possible, de faire qu'ils soient comparatifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour être sûr que l'effet qu'on observe n'est pas un effet placebo, ou qu'il n'est pas attribuable au hasard, on va donner le traitement standard à certains patients et le nouveau traitement à d'autres. Si tout le reste est comparable par ailleurs, et que la seule différence entre les groupes de patients est le traitement donné, l'avantage que je vais observer, au profit d'un traitement ou de l'autre, je pourrais théoriquement l'attribuer à ce traitement, et en déduire par exemple que le nouveau traitement est plus efficace que le traitement standard, ou l'inverse. Si vous avez été attentif, mais vous l'êtes j'en suis sûr, je viens de vous dire si tout le reste est comparable par ailleurs. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement que mes groupes de patients doivent être le plus semblables possible. En somme, si j'ai tous ceux qui ont une forme grave de la maladie dans un groupe et que ceux de l'autre groupe ont une forme beaucoup plus légère, j'ai ce qu'on appelle un biais, à savoir quelque chose qui risque à tort de me faire croire que mon traitement fonctionne, alors qu'un des 2 groupes possédait un énorme avantage au départ. Pour éviter cela, on doit normalement tirer au sort le traitement qu'on va attribuer au patient. Comme le dit la sagesse populaire, le hasard fait bien les choses, et normalement, ce tirage au sort permet d'obtenir des groupes comparables, dans la plupart des cas du moins. Oui, mais voilà, là aussi, on rencontre des problèmes avec les dispositifs médicaux pour réaliser ce fameux tirage au sort, qu'on appelle aussi en termes savants la randomisation. Alors on ne force pas les patients à participer à un essai clinique, et encore heureux. On leur explique tout dans le détail, et c'est à l'issue des explications, des bénéfices, mais aussi des risques, qu'ils prennent leurs décisions. Seulement, voilà, si j'ai un nouveau dispositif médical implantable qui va impliquer par exemple une opération chirurgicale très courte et qui laisse une toute petite cicatrice, voire pas de cicatrice du tout, et que l'on compare ce dispositif médical avec le dispositif médical standard qui nécessite une opération par exemple très très longue et en souvenir une énorme cicatrice, le patient ne va pas avoir envie de prendre le risque, avec le tirage au sort, de tomber dans le groupe du traitement standard, et va vouloir bien évidemment la toute petite cicatrice et le temps d'opération le plus court. Toutefois, rien ne dit que malgré ces bénéfices apparents, le nouveau traitement soit plus efficace que le traitement standard. Ce n'est que l'essai clinique qui peut le dire justement. Conclusion, déjà que c'est difficile de trouver des patients concernés par un nouveau dispositif médical,
c'est pas dit qu'ils acceptent de participer s'il y a un risque qu'ils soient soignés avec un traitement qui ne leur plaît pas pour une raison ou pour une autre, sans présager, je le répète, de l'efficacité de ce traitement. Enfin, dernier point très important, quand on fait un essai clinique, on essaye de maintenir le double insu ou double aveugle. Qu'est-ce que cela veut dire encore ? Encore une fois, pour limiter les biais, on s'arrange pour que ni le patient ni le médecin ne sachent quel traitement a été donné au patient. Alors ne vous inquiétez pas, d'autres personnes sont dans la confidence, sinon cela n'aurait vraiment aucun sens. De façon pratique, pour un médicament A comparé à un médicament B, les comprimés et les blisters sont complètement identiques par exemple. Le patient traité avec le médicament A ne peut pas savoir s'il prend A ou B, et idem pour le médecin qui le suit. Bien sûr, une tierce personne le sait. L'idée, c'est d'éviter que le patient et le médecin soient influencés d'une manière ou d'une autre, l'un dans ce qu'il va ressentir et l'autre dans ce qu'il va évaluer au cours de l'essai clinique. Ok, vous me voyez venir. Si ça marche super bien avec des comprimés ou des gélules, comment faire avec un DM ? Si je prends par exemple une prothèse de hanche. Si je compare la prothèse A et la prothèse B, certes, le patient ne se rend compte de rien au moment de l'opération, mais le chirurgien, il voit bien qu'il a A ou B entre les mains. Donc impossible d'assurer l'aveugle pour le chirurgien qui opère. Prenons un autre exemple. Si je compare un médicament pour traiter les troubles du rythme cardiaque et un stimulateur cardiaque ou pacemaker, le patient qui participe à l'essai clinique, il va bien se rendre compte qu'il reçoit des comprimés ou qu'il doit subir une intervention chirurgicale pour implanter le stimulateur cardiaque. Dans ce cas de figure aussi, pas d'aveugle possible et biais en perspective. En résumé, les essais cliniques sur les dispositifs médicaux, c'est un vrai casse-tête et ça ne permet pas de répondre aux standards qu'on retrouve habituellement avec les médicaments. On a souvent peu de patients recrutables, des difficultés pour assurer la comparaison des groupes ou encore à maintenir l'aveugle pour éviter les biais d'évaluation. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!